On va rappeler qui on est et pourquoi on vous parle de stock. On va faire aussi quelques rappels sur l'IA parce que c'est pas toujours clair, on se rend compte sur les tenants et les aboutissants autour de l'IA. On va rappeler aussi pourquoi c'est important d'optimiser ses stocks. On a beau le savoir, des fois avec certains chiffres, c'est encore plus édifiant. Et bien sûr, on va évoquer quelles sont les techniques en dehors de l'IA pour optimiser ses stocks et comment on trouve l'optimal de stock. Et une fois qu'on aura compris tout ça, ben, ça sera beaucoup plus clair sur comment on va pouvoir utiliser l'IA pour trouver cet optimal de stock. Et puis, on va avoir des cas pratiques ensemble. Hein, ça ne va pas être juste de la théorie. Déjà, qui on est pour vous parler de ce sujet? Ben, Simax, eh bien, c'est un ERP CRM qui a une particularité, c'est qu'il est 100% no-code. Donc, c'est un logiciel de gestion voilà, qui va gérer tout depuis la CRM jusqu'à la compta en passant par les stocks, la caisse, la comptabilité, la gestion de production, la gestion électronique de documents, les projets, le service après-vente, voilà, j'en passe, les ventes bien sûr. Et donc, bien sûr, ça ressemble à un autre logiciel de gestion comme vous avez pu en voir en termes de gestion de stock, par exemple, mais la particularité, ben, c'est qu'il est entièrement no-code. Donc, les modules sont décrits en no-code et ben, ça nous laisse beaucoup plus de liberté pour intégrer des nouvelles technologies comme l'IA ou pour mettre en place des spécificités métiers qui aident à mieux optimiser. Simax, c'est le premier ERP qui est 100% no-code, mais c'est pas parce que le no-code, c'est une technologie assez récente qu'on existe depuis 3 jours. En fait, au contraire, on existe depuis presque 20 ans, puisqu'on a été créé en 2006 à Montpellier et qu'on a été les premiers à faire du no-code. On a été les pionniers du no-code en France. Et aujourd'hui, ben, on est le 6e éditeur de RP générique français. Et voilà, donc on intervient sur des clients que vous connaissez forcément comme Flunch, Linra, Endel, BPI France, Terena, voilà, etc. Quelques petits rappels sur l'IA. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA et il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types d'IA. L'IA, c'est un peu comme la médecine. Hein. Il y a ça commence à se diversifier et à être très complet. Donc, il y a ce qu'on appelle les systèmes experts qui ont des savoir-faire dans un domaine. Par exemple, aujourd'hui, il y a des IA qui repèrent mieux qu'un être humain une tumeur sur une radio. Dans Simax, en fait, on a depuis 20 ans en fait une IA qui s'appelle Max et qui est un système expert qui a un savoir-faire en construction d'applications et de bases de données. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça fait très longtemps, nous, qu'on est copains avec l'IA et que c'est une technologie qu'on maîtrise. Et c'est vrai que du coup, on s'est beaucoup plus intéressé à des nouvelles branches de l'IA qui sont l'IA générative, dont je vais parler juste après. Et ça un peu plus récemment. Il y a aussi ce qu'on appelle l'IA des statistiques. Bon, l'IA, c'est très, très statistique, mais c'est ce qu'on va appeler aussi pour les spécialistes l'IA des vecteurs, qui va permettre d'analyser des tendances et de repérer des signaux faibles. Et il y a aussi l'IA générative, donc c'est celle de ChatGPT. Donc peut-être, j'espère que tous parmi vous avez entendu ChatGPT. Je pense qu'il faut vivre dans une cave pour pas avoir entendu ce mot avant. Mais bien sûr, il y a bien d'autres IA génératives que ChatGPT. Il y a Mistral, il y a des concurrents chinois. Il y a des Mistral, c'est français, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà, il y a des belles IA aussi en Belgique. Et l'IA générative, en fait, ce qu'elle fait essentiellement, c'est quand même aussi un outil statistique, mais qui va trouver le mot suivant le plus probable. Voilà, donc pour bien comprendre. Et donc l'IA générative, ce qu'elle fait, c'est ce qu'on appelle de la complétion. Donc trouver le mot suivant le plus probable, ça veut dire que quand on a posé une question, très souvent le mot le plus probable après une question, c'est une réponse. Et si elle est capable de donner une réponse qui a l'air assez pertinente, c'est parce que elle a pu s'entraîner sur un volume de données qui est absolument colossal. Et en fait, à partir de 2024, justement, on est arrivé dans une nouvelle étape technologique puisque les IA étaient suffisamment entraînées pour donner vraiment un niveau de pertinence des réponses qui était devenu très intéressant. Et on est rentré dans une phase avec une croissance exponentielle de la capacité des IA. Mais ça ne veut pas dire que la réponse ne peut pas être erronée. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. L'IA, elle peut se tromper. Les données ne sont pas forcément justes. Ceux qui ont fait les premiers essais sur ChatGPT, ils ont vu par exemple sur des opérations mathématiques, ChatGPT n'était pas toujours fort. Maintenant, c'est plus le cas. Mais donc ça progresse.
Mais il ne faut pas prendre toujours la réponse de l'IA pour l'argent comptant, il faut toujours le mettre dans un contexte. Et puis du coup, ça amène à avoir plus de réflexion sur savoir qu'est-ce qu'on fournit comme données à l'IA, qu'est-ce qu'on fait avec. Et nous, on va vous parler, on va dire, de l'addition, du mariage du no-code et l'IA, qui est vraiment très intéressant parce que les caractéristiques du no-code qui permet, donc le no-code, ça permet de faire des logiciels sans programmer, donc plus niveau Excel. Voilà, si vous avez déjà fait un calcul somme dans Excel, vous avez déjà fait du no-code, quelque part, vous avez utilisé un outil de type bureautique pour faire un traitement informatique d'organisation et de retravail des données. Et pour ça, vous n'avez pas eu besoin de programmer. Donc, c'est un peu ça l'idée du no-code. Et rapidité, simplicité, pouvoir faire l'automatisation, on le voit moins avec Excel, mais on le voit beaucoup avec des outils no-code comme Simax ou Zapier, par exemple, si vous les connaissez. Et aussi, ça crée de l'autonomie. Parce que dans les entreprises, pourquoi Excel, ça marche bien? Parce que les gens, ils prennent leur fichier Excel et puis ils font leur truc et ils ont besoin de demander à personne, ils sont autonomes. Et ben, c'est la même chose qu'apporte le no-code. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va rejoindre beaucoup les caractéristiques de l'IA. Pourquoi on utilise ChatGPT? Ben, parce que ça nous apporte de l'autonomie, parce que quand on va aller poser une question à l'IA, et ben, elle va nous répondre, elle va nous donner des réponses qu'on n'est pas obligé d'aller demander à quelqu'un d'autre. Ça apporte des gains de productivité. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir quand même prévoir la validation humaine dans le cycle. Donc, ce no-code et l'IA, ils sont bien en phase, ça marche bien, et du coup, ça laisse la part belle à l'automatisation. Alors maintenant, justement, puisqu'on va voir notre sujet, c'est pourquoi optimiser les stocks. Je vais rappeler une information sur le poids des stocks. En fin 2016, l'INSEE estimait que le poids total des stocks dans les bilans financiers des entreprises françaises, c'était 423 milliards d'euros. Donc, ça pèse lourd. Voilà. Les secteurs, c'est tous les secteurs quasiment qui sont concernés. Le commerce, la distribution, le négoce, les activités basées sur une exploitation de matériel, les activités de transformation de matières premières, etc., etc. Et le coût des stocks, il est lié à quoi? Quand on a trop de stocks, déjà, c'est de l'argent immobilisé dans l'entreprise. Il y a des coûts pour les entrepôts, des coûts de manutention. Il peut y avoir des problèmes de péremption ou d'obsolescence. Alors, péremption, on le voit, par exemple, si on a des produits frais, de la laitue, des produits alimentaires, des choses comme ça, il va y avoir une date de péremption et au-delà, si on a trop stocké, on va devoir jeter. L'obsolescence, ça peut être lié, par exemple, si vous achetez du matériel électronique, au bout d'un moment, il y a le nouvel iPhone qui sort, et votre ancien iPhone, il n'a plus la même valeur, et puis voir carrément, ça ne peut plus servir. De la même façon que quand vous avez un stock de vêtements, au bout d'un moment, il y a la nouvelle collection qui est sortie, votre ancienne collection, faut la solder. Voilà, donc, et puis, du coup, il peut y avoir aussi une dépréciation. Il y a certains produits qui peuvent s'abîmer dans le temps quand ils sont stockés à cause de l'humidité, à cause de la poussière, etc. Donc, du coup, c'est jamais trop bon d'avoir trop de stocks qui traînent pendant longtemps. Et aussi, parfois, si on est à l'inverse, pas avoir assez de stock, ça a un coût. On n'y pense pas toujours. Quand on est en rupture, ça a un coût parce que peut-être qu'il va falloir se réapprovisionner en urgence auprès d'un fournisseur qui peut-être on va lui en acheter une plus petite quantité, on va payer des frais de port, peut-être le fournisseur pour nous livrer plus tôt, il va nous faire payer plus cher. Donc ça a un coût. Et également, peut-être on va perdre le client parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre des délais de livraison. Si votre client, il voit que vous allez le livrer en 30 jours au lieu de le livrer en 2 jours, peut-être qu'il va aller acheter ailleurs. Et donc ça, c'est embêtant. Donc, optimiser ses stocks, ça veut dire quoi? Déjà, quand vous optimisez vos stocks, vous allez améliorer la rentabilité. On va augmenter son chiffre d'affaires de 4% en optimisant ses stocks parce que justement, on ne va pas avoir de rupture. Par contre, on va réduire de 30% les coûts de stock. Ce qui va avoir un impact sur ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement, et la trésorerie, parce que le besoin en fonds de roulement, il est lié à l'argent qu'on a
immobilisés pour faire tourner l'entreprise entre le moment où nos clients nous payent et le moment où nous, on paye les fournisseurs. Donc, évidemment, si on stocke peu, on doit moins payer ses fournisseurs. Donc, forcément, eh ben, on a moins de BFR. Et ça a aussi un impact positif sur la marge commerciale d'optimiser ses stocks parce que la marge commerciale, elle se calcule de la façon suivante. On fait la variation des stocks qui est égale à la valeur du stock de fin de période par rapport à la valeur du stock qu'on avait en début de période. Et la marge commerciale, eh ben, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts d'achat, moins la variation des stocks. Donc, du coup, forcément, si on optimise ses stocks, on augmente la marge commerciale. Ça peut aussi améliorer la relation client. Si on peut respecter ses engagements, on va avoir plus de fidélisation et plus de facilité d'acquisition en proposant des meilleurs délais. Donc tout ça, c'est un équilibre, vous l'avez compris. Et donc, quelles sont les méthodes? Alors, je vais vous parler de Taishi Ohno. Si sa tête ne vous dit rien, eh bien, c'est le père du Lean et de la méthode Toyota. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Taishi Ohno? Bon, c'était il y a très longtemps, il allait visiter les usines de fabrication de voitures américaines et il est revenu en disant, alors nous, on va pas du tout faire comme ça parce que les Américains, ils avaient des gros moyens et chez Toyota, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et ils ont dit, ben, nous, on n'a pas les moyens d'avoir des pannes, on n'a pas les moyens d'avoir des délais non productifs, on n'a pas les moyens d'avoir des défauts et de devoir refaire des pièces parce qu'on s'est trompé. On n'a pas les moyens d'avoir du papier partout et on n'a pas les moyens d'avoir des gros stocks. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, il a inventé la méthode, dans les méthodes du Lean, il y a ce qu'on appelle les 5 zéros, donc zéro panne. Donc, pour pas avoir de panne, on fait de la maintenance préventive. Zéro délai, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de délai inutile qui n'ont pas de valeur pour le client. Donc, par exemple, chez Toyota, ils ont inventé les bateaux-usines. C'est-à-dire que pendant le temps de transport du véhicule jusque chez le client, donc sur les bateaux, comme c'était un temps non productif, eh ben, ils ont créé des bateaux-usines et du coup, sur le bateau, pendant qu'ils transportaient le véhicule, ils faisaient des travaux de personnalisation du véhicule. Voilà. Donc, ce n'était pas du délai inutile. Pas de défaut, ils ont utilisé des détrompeurs, bokayoke en japonais, et bon, bah, zéro papier, zéro stock. Alors, justement, je vais éclairer ce zéro stock, c'est pour ça que j'en parle. Le zéro stock, même dans la méthode Toyota, c'est pas tout à fait zéro. Le zéro stock, c'est plus ce qu'on appelle du juste à temps. Et le juste à temps, ça veut dire qu'ils se sont arrangés avec leur fournisseur pour que le fournisseur, il livre au pied de la machine quasiment régulièrement pour qu'il y ait très très peu de stock. Et pour faire ça, eh ben, ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper, de dire au fournisseur, ben, à telle date, tu vas me livrer tant, à telle date, tu vas me livrer tant, à telle date, tu vas me livrer tant. Et il faut donc donner de la visibilité à ses fournisseurs pour avoir ce fameux réappro qui est de chaîne de montage. Voilà, donc le juste à temps, c'est quelque chose de très intéressant pour optimiser ses stocks. Après, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs techniques d'optimisation des stocks. On va déterminer aussi pour certains stocks qu'il faut de la haute disponibilité parce que ce sont des stocks à rotation forte et à prix modéré. Donc, dans ces cas-là, en fait, quand on a des produits, il faut qu'ils soient toujours disponibles, qui servent beaucoup et qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, il faut les stocker. Si par contre, c'est un produit, vous en servez pas souvent, il coûte cher, peut-être on va décider de ne pas le gérer en stock et de le commander quand on en a besoin. Et commander quand on en a besoin, bah, ça s'appelle la contre-marque. Ça veut dire que, par exemple, on va le commander que si le client le commande. Donc, et dans ce cas-là, en contre-marque, en fait, ça va être livré à l'entreprise et ça va être réexpédié dans l'ensemble de la commande. Donc, on choisit la contre-marque plutôt pour des produits à rotation faible ou qui sont chers. On peut le faire aussi pour des produits qui sont transformés ou configurés. Par exemple, si vous vendez des copieurs et que le copieur, vous devez le configurer pour le client avant de le lui envoyer, et ben du coup, forcément, vous allez plutôt choisir de la contre-marque parce que ça remplit les conditions, produits chers, blablabla. Il y a aussi la technique de la livraison directe au fournisseur. Donc là, le principe, c'est que quand vous avez une commande, eh ben, vous passez vous-même la commande au fournisseur et c'est le fournisseur qui livre le client final. Donc ça va être super, notamment si les produits sont encombrants ou chers. Donc vous avez un énorme produit
Ça va vous coûter très cher de le livrer 2 fois, une fois à votre dépôt, une fois chez votre client. Ça a beaucoup plus de sens de le faire livrer directement. Puis en plus, c'est plus écologique. Par contre, ça veut dire que comme il passe pas chez vous, ça peut pas être un produit qui est transformé ou configuré. Et ça nécessite aussi une bonne organisation logistique avec les fournisseurs. Donc, par exemple, on peut faire pour ça, pour mettre ça en place, on peut mettre en place de l'EDI ou de l'échange de données informatisées. Donc, nous, on sait faire ça chez Simax, par exemple, et ça permet du coup de fiabiliser les échanges et d'éviter trop d'interactions humaines, même si avec des interactions humaines, des mails, ça se gère aussi, mais on peut l'informatiser sans former. Du coup, il y a aussi plusieurs méthodes de gestion qui peuvent se réfléchir. Il y a des méthodes de valorisation des stocks. Est-ce qu'on va valoriser au PMP, c'est-à-dire le prix moyen pondéré, au FIFO, First In, First Out, le premier entrée, premier sorti. Il y a aussi une méthode qui est moins connue, mais qui marche vraiment, qui est le FEFO, First Expired, First Out. Le premier qui est périmé, c'est le premier sorti. Et souvent, c'est à peu près équivalent au FIFO, mais pas toujours. Et il faut savoir que le dernier prix d'achat, c'est une méthode qui est très utilisée, mais ce n'est pas une méthode autorisée par l'administration française. Donc voilà, sachez-le. On la gère aussi dans Simax, mais avec un gros warning, parce que normalement, il faut être sur le PMP du FIFO ou du FEFO. Voilà. Le FIFO, c'est très bien adapté si vous avez des lots et vous avez des DLC ou s'il y a des risques d'obsolescence. Donc voilà. Et l'idéal, c'est de le gérer en gérant les emplacements dans votre entrepôt. Donc l'idéal, c'est d'avoir un emplacement par lot, comme ça on évite les erreurs. Et du coup, on peut faire, sinon, il faut aussi faire un contrôle en sortie, mais l'idéal, c'est d'avoir des codes barres et des choses comme ça. C'est beaucoup plus juste aussi le FIFO si jamais on est dans une période inflationniste, comme on en a connu dernièrement entre le Covid et la guerre en Ukraine. Et comme la guerre en Ukraine, elle n'est pas finie, du coup, peut-être que ça va continuer l'inflation et peut-être que le FIFO est la bonne méthode. Vous ne pouvez pas changer de méthode de valorisation de vos stocks tous les 4 matins. Ça doit être fait que une fois dans l'année et après, ça doit être déclaré à l'administration fiscale. Donc, c'est toute une réflexion à mener autour de ça. Donc, le stock à date, eh bien, c'est ce qui permet de voir en fait ce qui va entrer et ce qui va sortir de son stock. Donc, ça permet d'anticiper sur les entrées et les sorties et du coup de prendre des décisions éclairées aussi. Donc, dans Simax, on a une gestion des stocks à date. Je peux vous montrer après. Et là, on va voir beaucoup plus tout à l'heure, c'est la partie suivi de la rotation d'un article. Parce que à travers le suivi de la rotation d'un article, on va rentrer dans l'outil d'aide à la décision pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, en fait, on va regarder le nombre moyen de jours durant lequel le produit est stocké et on va regarder aussi quel est le stock moyen. Et l'objectif, ça va être de trouver les stocks morts. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote et de déterminer si l'article doit passer en livraison directe fournisseur ou si l'article doit passer en contre-marque. Voilà. Donc, il y a une décision qui prend en compte le coût, le volume et plein de choses là-dessus. Et alors, qu'est-ce que c'est mon exemple des gommettes? Une année, je suis allée faire une visite chez un prospect qui n'avait pas de logiciel de gestion des stocks. Donc, c'était pour ça que j'étais là. Il voulait et il m'expliquait que du coup, sa méthode de gestion des stocks, c'était des gommettes. Donc, en fait, chaque année, il avait une couleur de gommette. Donc, sur l'année où j'étais, c'était du violet. Et donc, en fait, il passait dans les stocks et sur les cartons, il collait des gommettes violettes. Et comme ça, en fait, avec les couleurs, il regardait depuis combien d'années les cartons, ils étaient dans l'entrepôt. Parce que si le carton, il avait 5 gommettes, du coup, il avait des gommettes, il avait les gommettes vertes de l'année d'avant, il avait les gommettes bleues de l'année d'avant, etc., etc. C'est comme ça qu'il savait que le carton, il était là depuis un moment et que c'était comme ça que son stock était mort. Donc évidemment, avec un outil de gestion des stocks, c'était beaucoup plus sympa pour trouver ces informations et trouver les cartons qui posaient problème. Il y a aussi, ça rejoint aussi tout ce qui est optimisation de l'entrepôt. Donc il n'y a pas que des choses qui se font au niveau logiciel, il y a aussi des axes d'amélioration, on va dire, plus physiques. Avoir des codes barres.
Voilà, les fournisseurs, ils mettent pas toujours des codes barres sur les articles, donc s'ils en mettent pas, faire du réétiquetage, ça peut avoir un intérêt sur certains articles qui sortent beaucoup, ça se réfléchit. Ça peut aussi, on peut avoir des fiches de codes barres, elles sont pas directement les codes barres sur l'article, mais ils sont sur des feuilles. Il y a bien sûr au-delà des codes barres, il y a aussi ce qu'on appelle la RFID qui rejoint ça, c'est dans le même package. Il y a la gestion, donc la gestion des emplacements. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent ah oui, on aimerait bien le mettre en place et puis qui le font pas toujours. Adresser ces emplacements pour dire bah, ça c'est l'aléa, ça c'est la B, ça c'est la rangée A12, ça c'est l'étage machin, ça c'est le casier bidule, bah, ça nous permet de savoir très précisément où est rangé quoi. Mais ça veut dire aussi que quand on déplace des choses dans l'entrepôt, bah, il faut avoir la rigueur de dire bah, j'ai déplacé ces articles-là du casier A, B 12 15 à l'emplacement CZ 42 parce que si on ne le fait pas, bah après on ne sait plus où sont les choses et on a beau gérer des emplacements, on ne le sait pas. Mais derrière, il y a plein de vertus à ça. Il y a aussi l'idée d'organiser l'entrepôt en deux zones. Une zone, on va dire, de stockage plus long terme et une zone de picking rapide. Donc, dans le picking rapide, on va trouver des articles qui tournent beaucoup et qui sont réapprovisionnés depuis la zone de picking plus long terme, où là, on va avoir plutôt des ranges palettes, où on va utiliser des chariots élévateurs pour optimiser l'espace au sol. Bon, bah, ça a un coût, les chariots élévateurs, mais comme il y a un coût de stockage aussi, ça se réfléchit. On peut également décider de faire des inventaires plus réguliers pour mieux connaître ses stocks et aussi de faire des inventaires tournants, c'est-à-dire au lieu d'inventorier tout, on peut dire bah, les produits à forte rotation, on va faire des inventaires plus réguliers, on va dire bah, lui, il faudrait qu'on le compte toutes les semaines ou tous les mois. Et du coup, par exemple, dans CIMAX, quand vous allez lancer un inventaire tournant, il va vous dire bah, voilà tous les produits qui doivent être inventoriés par rapport à leur fréquence. Il y a aussi l'idée de faire du déstockage avant péremption, donc il faut y penser. Les soldes, les promos, des dons à des associations aussi, ça peut être intéressant. Comment on trouve l'optimal de stock? Enfin, ça, c'est toute la question en fait. Alors, sachez qu'il n'y a pas une méthode. Il y en a vraiment plusieurs. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la méthode la plus connue, mais selon les métiers, eh ben, il peut y avoir d'autres méthodes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, eh ben, c'est que le but, c'est d'avoir ni trop ni trop peu de quantité de stock. C'est-à-dire que bah, quand plus on stocke, plus ça nous coûte cher, mais potentiellement la pénurie, ça nous coûte cher aussi. Donc du coup, en fait, on se rend compte qu'on a plutôt une courbe comme ça, quoi. C'est-à-dire que ben, quand on n'a pas assez de quantité, donc quand la quantité est faible, ça nous coûte. Et quand la quantité est forte, bah, ça nous coûte aussi. Donc, quelque part, on voit qu'il y a un optimal de stock. Cet optimal de stock, eh ben, en fait, il est égal au nombre de jours d'approvisionnement de l'article multiplié par le nombre d'articles vendus par jour. Donc, et en fait, on va chercher à louvoyer autour de cet optimal. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va définir une méthode de mini et de maxi. Donc, je m'explique. Donc, ça veut dire que si vous avez un article il vous faut 5 jours pour le réapprovisionner et vous vendez 10 articles par jour, et bien du coup, votre stock optimal, il est de 50. Voilà. Et on va le voir un peu plus sur le graphe suivant. Donc, le graphe suivant qui schématise un peu ce cycle. Alors là, on va prendre une hypothèse d'une consommation par jour qui est linéaire. Donc ça n'existe pas dans la vraie vie. On ne consomme pas 35 pièces exactement tous les jours, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le système. Donc, ça veut dire que là, sur notre courbe, en fait, tous les jours, boum, 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 on diminue le stock de 35 et on a un délai d'appro de 5 jours. Et là, en fait, du coup, l'optimum, il sort à 175 et on a le maxi qui sort à 245. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ici, en date du 8 mars, eh ben, on est descendu au-dessous du mini qui est à 175. Donc, on va passer une commande pour se réapprovisionner au maxi. Mais bien sûr, cette commande, elle n'arrive pas tout de suite. Elle arrive qu'au 12,03. Donc, du coup, on est réapprovisionné au maxi qu'au 12,03. Et du coup, le 15,03, ben, on redescend au-dessous du mini, on passe une commande au maxi qui sera livrée au 20,03 et ainsi de suite. Donc, ce système, il est sympa,
mais il ne tient pas compte d'une info très importante, la saisonnalité. Donc, ça veut dire que malheureusement, la consommation, elle n'est pas strictement linéaire. Donc, on est obligé d'en tenir compte et c'est là qu'on va avoir intérêt à utiliser de l'IA, vous allez voir. Donc, pour trouver l'optimal de stock, comme on l'a dit, il y a le nombre de jours d'appro, voilà, et après le stock mini, on peut dire que c'est l'optimum de stock moins la variance, ou alors on peut dire que c'est l'optimal de stock tout court, parce que par exemple, on ne veut jamais être en rupture, et dans ce cas-là, on peut définir un stock de sécurité qui peut être aussi lié à un stock réglementaire. Il y a certains métiers où on est obligé d'avoir une certaine quantité de certains articles en stock. Voilà. Si vous êtes une pharmacie, vous ne pouvez pas tomber en panne de Doliprane. Voilà, c'est juste pas possible. Voilà. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres articles qui sont concernés. Donc, les questions à se poser pour chaque article, c'est combien je vais en vendre et en consommer sur la prochaine période. Parce que le passé, c'est intéressant, mais peut-être qu'on est en fin d'une période de forte consommation de cet article. En combien de temps vais-je être réapprovisionné? À quelle fréquence est-ce que je vais passer mes commandes à ce fournisseur? Et quelle est la quantité du coup minimum d'approvisionnement chez le fournisseur? Parce que le fournisseur, peut-être qu'il vous dit, vous ne pouvez pas m'en commander 10, mais il faut au minimum que vous m'en commandiez 50. Et il peut y avoir un par combien. Le par combien, il est lié au conditionnement. Donc, par exemple, mettons, si vous achetez des bouteilles d'eau, votre fournisseur il va vous les livrer par pack de 6 ou de 8 et vous n'allez pas pouvoir les acheter à votre fournisseur à l'unité. Voilà. Et donc, le nombre d'ajours de l'article, il est lié entre le délai de commande et le délai d'appro moyen du fournisseur. À côté de ça, si on veut vraiment optimiser les stocks, il faut aussi qu'on ait en tête les coûts d'achat. Parce que si on dit pour optimiser les stocks, on va acheter très régulièrement des petites quantités, malheureusement, ça va pas toujours être possible parce que peut-être qu'on va avoir des frais de port qui vont augmenter. Donc, en fait, voilà, quand on a un fournisseur qui a un franco de port, donc le franco de port, c'est le montant au-dessous duquel le fournisseur dit vous allez devoir me payer des frais de port. Si vous commandez en ligne, des fois on vous dit si vous commandez encore un article de plus ou pour 10 € de plus, vous allez vous n'aurez pas de frais de port. Ça, en fait, ce montant à partir duquel les frais de port sont à zéro, c'est le franco de port. Et donc, évidemment, ça peut être intéressant de calibrer les commandes et donc les délais de commande chez le fournisseur par rapport à ce franco de port et ses frais de port. Donc ça, évidemment, c'est un optimum qui est assez difficile à fixer. Donc, on ne peut avoir qu'un tableau d'aide à la décision et il doit y avoir une décision humaine là-dessus. Donc, comment on peut faire? On peut déjà diviser le chiffre d'affaires fournisseur par le montant du franco et ça va nous donner le nombre de commandes par an ou par mois. Et du coup, on va pouvoir obtenir le chiffre du nombre de commandes. C'est qu'il faut faire une commande tous les X jours. Ça va être par rapport au franco. Puis il y a d'autres choses, comme j'ai dit, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, on verra un exemple tout à l'heure. Ça sera plus parlant, je pense, que de voir les calculs quand on va les voir mis en œuvre. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour optimiser tout ça? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des intérêts et des risques. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'IA, et notamment tout ce qui est IA générative, ça va être excellent pour extrapoler le futur. Donc, vous leur donnez un certain nombre de valeurs dans le passé, et ça va être capable de vous dire, voilà ce qui devrait arriver pour le futur, combien vous allez consommer de cet article dans les prochains mois. Et ça va tenir compte, grâce à l'historique, de la saisonnalité. Donc, ça va tenir compte des tendances, genre cette année, on est en train de vendre plutôt plus que l'année dernière. Mais quand même, d'habitude, on en vend plus en juin, juillet, août que le reste de l'année. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est top. Mais par contre, attention, premier point de vigilance, c'est sur l'envoi d'informations sensibles à une IA étrangère. Donc si c'est Mistral, c'est un peu moins gênant. Si c'est ChatGPT ou une IA chinoise, là, on peut se poser la question. Nous, la solution qu'on a choisie dans CIMAX, au-delà du fait de proposer des IA comme Mistral, c'est d'envoyer des chiffres sans dire ce que c'est. Si on dit à ChatGPT, voilà une série de chiffres sur les X derniers mois
donne-moi les valeurs pour les 3 prochains mois, sans lui dire si c'est du stock, du chiffre d'affaires, de quoi que ce soit. Du coup, il ne peut pas en faire une utilisation, on va dire, malveillante. Et l'autre point, c'est comme j'ai dit, c'est que l'IA n'est pas infaillible et en plus, l'IA ne sait pas tout. Donc, c'est important d'intégrer une validation humaine dans l'ensemble. Comment on peut utiliser l'IA au service de l'optimisation des stocks? On peut lui demander de nous aider à optimiser la fréquence de commande, comme on l'a évoqué. Donc, pour chaque fournisseur, on demande à l'IA les montants des commandes par mois du fournisseur et on lui demande d'extrapoler pour connaître les montants des X prochains mois, par exemple les 3 prochains mois, et on peut en déduire la fréquence de commande du fournisseur. Voilà. Donc lui, il faut qu'on lui commande tous les 15 jours ou tous les 3 jours ou tous les jours. Voilà. Et on peut lui demander, et c'est encore plus pertinent, d'optimiser la consommation moyenne et donc de nous trouver notre fameux optimal de stock pour chaque article en tenant compte des saisonnalités. Et du coup, on va lui demander de donner les sorties pour chaque article sur les X prochains mois, donc généralement les 3 prochains mois, et on va déduire la consommation journalière moyenne et du coup, on va en déduire l'optimal de stock qu'il va nous falloir avoir. Donc, c'est 3, mais c'est vous qui décidez. Hein, si vous voulez le faire sur les 3 prochaines semaines ou sur les 6 prochains mois, c'est possible. Et le no-code dans tout ça? Et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est comme j'ai dit, il n'y a pas une méthode d'optimisation. Et puis, selon votre métier, vous pouvez avoir des caractéristiques particulières qui font que vous avez un savoir-faire qui vous dit, ben moi, en fait, pour optimiser mes stocks, je veux faire de cette façon-là. Et ben justement, l'avantage, c'est qu'en no-code, on peut faire des modèles différents. On peut envoyer d'autres données, par exemple des prévisions de vente, des éléments liés à des prévisions de production. Donc, si on sait qu'on va fabriquer tant de machines à laver, peut-être que du coup, ça va nous donner des informations sur le stockage des composants dont on va avoir besoin par rapport à ces prévisions de production. On peut faire des calculs, voilà, il y a des modèles différents. Donc, en gros, avec le no-code, on peut mettre tout son savoir-faire dans l'optimisation et ça, c'est quand même très intéressant. Donc là, on va rentrer dans Simax, on va rentrer dans un mode superviseur. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les modules de Simax, hein, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au démarrage, quand on se connecte, selon le profil, on va avoir accès à des tableaux de bord. Donc là, par exemple, le tableau de bord des stocks se lance en automatique. Ici, on a des informations sur le travail qu'on va avoir à réaliser dans les prochains jours. Donc, pour aujourd'hui, on a 11 commandes à réceptionner et on en a 2 à préparer. Et puis, le reste du travail, on l'aura le 14. On va avoir un peu des données. Bon, là, on est sur une base de test, donc forcément, il n'y a pas tant de choses à préparer que ça. On a des informations sur les articles en rupture, puis on peut voir aussi d'autres infos, par exemple, sur qu'est-ce qu'on doit préparer justement et qu'est-ce qu'on attend en réception. Donc, il y en a qui sont à l'heure, il y en a qui sont en retard. Et ça permet d'anticiper sur le travail. Le vif du sujet, c'est que à la base, on a des stocks. Donc, on a des articles qui sont gérés en stock et on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont flagués en orange parce que il faut faire des réapprovisionnements et des choses comme ça. Et dans Simax, pour que vous compreniez bien, on a un système qui nous permet de calculer automatiquement les suggestions d'approvisionnement, d'après ce qui se passe dans la production, d'après ce qui se passe au niveau des ventes, au niveau des mini-maxi des stocks, comme on l'a expliqué. On peut lancer automatiquement un calcul de réappro. Et donc, Simax analyse tout ça et il va faire une préconisation de réapprovisionnement. C'est déjà en fait un tableau d'aide à la décision pour un acheteur. C'est-à-dire que là, il va tout fournisseur confondu, il va dire qu'est-ce qu'il faut réapprovisionner. Et l'acheteur, il va pouvoir prendre des décisions, savoir j'achète maintenant ou pas, j'achète cette quantité ou pas, j'achète ou pas, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne comme information à ce niveau-là? Premièrement, vous avez vu là, on a la colonne du Franco qui s'affiche en orange. Pourquoi? Parce que ici, on est en train d'acheter, enfin, la proposition d'achat, c'est pour 600 €. Et là, le Franco, il n'est pas atteint. Donc, du coup, peut-être que l'acheteur, il va, avec son savoir-faire, décider de ne pas acheter tout de suite et d'attendre d'avoir d'autres articles à commander chez ce fournisseur, ou au contraire, de changer un article qui était prévu chez un autre fournisseur pour le passer chez Aguila Mécanique pour pouvoir justement atteindre le Franco et pas avoir de soucis à ce niveau-là.
Ça, c'est possible. L'autre élément qu'on lui met à disposition ici, c'est une petite alerte sur les prix. Donc, par exemple, ici, sur le câble électrique, en fait, on lui a proposé de réapprovisionner du câble électrique pour 40 unités, mais il pourrait avoir potentiellement un meilleur prix. Donc, en fait, avec le bouton tarif d'achat, on peut visualiser et on voit par exemple que si on en achète 50, eh ben, on a un meilleur prix d'achat. Donc là aussi, il peut y avoir de la décision humaine de changer la quantité pour avoir un meilleur tarif. Là, en fait, le câble électrique, ce que vous allez voir, c'est que la CIMAX, il propose de le réapprovisionner, mais on n'a pas encore fait notre optimisation de stock. Donc, c'est l'exercice qu'on va faire juste après. Et vous allez voir qu'en fait, une fois qu'on aura réoptimisé nos stocks, peut-être que le câble électrique, ça ne sera pas nécessaire de le réapprovisionner parce que peut-être que on n'est pas à l'optimal de stock sur le câble électrique. On a mal calculé notre mini et notre maxi. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Première étape qu'on va faire, on va aller essayer d'optimiser les fréquences de commande. Donc, on va demander à CIMAX de nous dire qu'est-ce que lui, il voit qui pourrait éventuellement être optimisé dans les fréquences de commande. Donc là, il lance le calcul et il nous donne un tableau d'aide à la décision. Donc, le premier élément qu'il nous dit, c'est que Aguila Mécanique, déjà, on commande tous les jours. Chez Cotonou, on commande tous les jours, mais étant donné que les frais de port sont ceux qui sont, qu'il y a le montant du FROCO et le nombre de commandes le chiffre d'affaires qu'on fait par mois, ben en fait, lui préconise de ne pas commander tous les jours chez Aguila, mais de commander tous les 2 jours. Et chez Cotonou, tous les 15 jours. Donc, on peut décider de valider ça ou au contraire de modifier la valeur et de dire, bah non, finalement, je vais couper la poire en deux, je vais dire, je vais commander tous les X, enfin, parce que quand même, je veux pas tomber trop en rupture. Donc ça, c'est là où on voit qu'il peut y avoir quand même des réflexions où en fait, le service achat va pouvoir dialoguer aussi avec le service logistique et avoir un certain nombre d'informations. Mais donc, il peut y avoir une décision de prendre la préconisation ou au contraire de la modifier. Donc, si on garde la préconisation, et ensuite, on peut, alors là, il n'y en a que 2, mais on pourrait imaginer qu'ils nous ont préconisé 10, on peut du coup faire du changement de fréquence en masse. Et du coup, là, les préconisations, elles ont été faites. Si on relance le calcul, du coup, il ne nous les lancera pas. Deuxième étape, donc là, on a vu l'optimisation des délais d'achat. Et du coup, le deuxième élément qu'on va voir, eh bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec vous, qui était de trouver l'optimal de stock. Donc, pour ça, on va lancer l'état de la rotation et des optimations de stock. Donc là, on va dire sur quel établissement on lance notre calcul de rotation et derrière, il va nous établir un tableau. Donc, ça veut dire qu'il analyse tous les chiffres et là aussi, il utilise l'intelligence artificielle pour tous les articles qui ont un niveau de rotation suffisant pour extrapoler et trouver l'optimal de stock. Ça prend quelques secondes et ensuite, derrière, on obtient des chiffres. Donc là, évidemment, comme on est sur une base de test, il y a beaucoup d'articles qui sont en stock mort. On les voit ici parce qu'il n'y a pas eu de mouvement dans cette base de test depuis mars 2024 sur ces articles-là. Là, ici, on a un mini-maxi qui n'est pas à 0 sur la table basse. Le câble électrique, on en a parlé tout à l'heure, notre nouveau mini et notre nouveau maxi, ça serait plutôt 9 et 18. Donc là, on n'est pas à l'optimal. Si on veut regarder le détail de comment il a fait le calcul, on va ouvrir la ligne. On va regarder. Donc en fait, aujourd'hui, la quantité mine actuelle, elle est de 40. Et là, ce que CIMAX il nous propose grâce à l'IA, eh ben, c'est plutôt descendre à 9 en quantité mine. Donc, on va voir que finalement, par rapport à la quantité en stock, ben, on ne va pas réapprovisionner parce qu'on va avoir une quantité mine qui est suffisante pour les prochains mois pour gérer les choses. Et on peut en profiter pour voir en fait la traçabilité de l'appel à l'IA qui a été fait. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les différents chiffres qu'on lui a envoyés et derrière, du coup, la préconisation de consommation moyenne par mois qu'a fait l'IA. Et du coup, qui explique pourquoi on en a déduit un stock optimal de 8,08. Et après, derrière, on tient compte du par combien parce que le câble électrique, il s'achète par rouleau. Et du coup, forcément, on va pas acheter un demi-rouleau. Donc, du coup, même si l'optimal, il est avec des virgules, on va le faire comme ça. Quand on a regardé tous ces éléments, en fait, on a la possibilité aussi, pareil, de les valider soit un par un, soit en partie, et de dire, on va suivre la préconisation ou pas. Encore une fois,
Le nouveau min et le nouveau max, si on veut le modifier, il y a la décision humaine, on peut les changer par rapport à la préconisation. Il n'y a plus de jaune, c'est-à-dire que les mini et les maxi sont passés à la préconisation et ils ont été modifiés. Là, il y a des éléments intéressants aussi sur la rotation qui aident à la décision. Il n'y a pas que le nouveau min et le nouveau max. On voit le stock initial, le stock final, la consommation de la période, le stock moyen, le taux de rotation et la durée moyenne de stock. Donc ça nous donne aussi des éléments intéressants pour notre décision. Donc maintenant qu'on a optimisé notre stock, eh ben, on va relancer au niveau des achats notre calcul de RAPRO. Et là, vous voyez, le câble électrique, eh ben, il sort plus. Donc, on aurait acheté pour rien et stocké pour rien, et c'est plus le cas. C'était un peu l'idée de ce qu'on voulait voir avec un cas pratique. Et donc, du coup, si vous avez des questions, je vois qu'on envoie le détail des sorties par mois pour un article. Combien faut-il envoyer à l'IA de mois de consommation pour avoir un bon résultat en retour? Faut-il lui envoyer le délai de réappro? Non, le délai de réappro, si Max il le gère, on lui envoie que les délais. En fait, moi, je vous préconise minimum 12 mois pour pouvoir avoir la saisonnalité de l'année dernière. Mais si vous voulez avoir une donnée plus pertinente, évidemment, vous pouvez tout à fait dire que vous allez envoyer non pas 12 mois, mais 36 mois à l'IA. Donc, plus vous donnez de la donnée et plus le résultat est fiable. Voilà. Mais il faut tenir compte du coût de l'IA parce que l'IA, on paye par token. Donc, plus on envoie de la data et plus c'est cher. Alors après, c'est pas très, très cher. Et quand on voit les économies que ça représente en termes de coût stockage, ça vaut vachement le coup. Mais quand même, il faut prendre en compte ça dans l'équation. Moi, en général, je dis souvent l'IA, par exemple, quand ça fait gagner du temps, si on passe pas 20 minutes à écrire un mail parce que l'IA nous l'a écrit, eh ben, forcément, c'est 20 minutes fois le salaire chargé qui est gagné. Ben là, du coup, on voit le prix du stockage de cet article multiplié par ce que ça a gagné. Donc, ça peut être très intéressant. Mais ça prend en compte ça. Donc, dans CIMAX, en fait, vous pouvez choisir dans votre paramétrage de la logistique, en fait, donc là, c'est le choix, c'est l'écran où vous choisissez les modules que vous activez. Ici, dans la partie IA, vous pouvez dire j'utilise l'IA ou pas pour les prévisions, parce que si vous n'utilisez pas l'IA, en fait, CIMAX, il vous sort quand même, il vous calcule comme avant qu'il y ait ChatGPT, tout ça, on calculait déjà des optimales de stock. C'était un peu moins précis parce qu'on avait un peu moins de finesse sur l'analyse des données, mais ça marche quand même sans l'IA. Et vous pouvez dire combien de mois vous envoyez. Donc, par défaut, 12 mois, mais si vous voulez envoyer 24, 36, vous pouvez tout à fait le faire. Pour les articles saisonniers, faut-il avoir des mini-maxi variables dans le temps? Mais en fait, c'est ça qu'on vous propose, c'est-à-dire que justement, c'est pour les articles qui sont saisonniers, c'est de tenir compte de la saisonnalité sur le mini-maxi. Pour là, vous allez avoir beaucoup plus de valeurs pertinentes et vous allez éviter de sous-stocker et de passer à côté d'une vente sur un article qui devient à forte rotation sur une période et de sous-stocker à une autre période de l'année. Après, il y a aussi la possibilité, on l'avait déjà fait pour un client, c'est de définir une grille, c'est-à-dire qu'on peut avoir un tableau des mini-maxi par période où on peut dire ben, cet article-là, son mini-maxi au mois de juin, toute année confondue, c'est celui-là, c'est ces valeurs-là, et puis c'est pas forcément les mêmes pour toutes les valeurs de l'année, pour tous les mois d'année. Donc ça, c'est possible aussi, c'est moins IA, mais ça marche vraiment si vous connaissez bien vos articles et votre saisonnalité. Compatibilité avec les grands ERP du marché. Alors, si vous prenez que la gestion des stocks dans CIMAX, nous, on fait ça aussi de temps en temps, on fait du best of breed. Par exemple, on a, par exemple, chez nos gros clients comme Endel, ils ont la comptabilité chez SAP. Donc, du coup, on s'interface avec le système en face. Donc, CIMAX a des grandes capacités d'interfaçage. Après, les stocks, ça dépend de l'activité, mais selon l'activité que vous avez, ça peut être assez clé dans l'entreprise. Donc, du coup, il faut vraiment se poser la question de est-ce que ça vaut le coup d'avoir un système de gestion des stocks qui est séparé du reste de l'ERP. Si dans l'ERP, vous gérez essentiellement la comptabilité, la trésorerie, et que du coup, toute la partie vente, achat, stock est gérée dans CIMAX, là, ça se goupille très bien. Si vous avez les ventes, les achats dans un ERP et que CIMAX gère uniquement les stocks, on sait faire, mais il va y avoir du coup beaucoup de flux d'interfaçage. Ça se réfléchit et il faut se demander pourquoi votre grand ERP, il gère pas bien vos stocks.
Souvent, les sociétés voilà, qui décident de changer leur ERP pour passer sur une solution de CIMAX, c'est parce qu'en fait, ce qu'elles recherchent, c'est plus de souplesse. Elles vont dire, bon voilà, là, moi, je me sens un peu trop à l'étroit dans mon ERP. J'ai pas la possibilité de mettre mon savoir-faire pour bien optimiser les choses qui me posent problème, comme les stocks, mais ça peut être d'autres choses sur mes process de vente, sur ma CRM, sur plein de choses que je veux mettre en place et où je me sens trop figée. Et donc, du coup, à changer de ERP, tant que j'y suis, je veux partir sur un ERP un peu plus ouvert, dans lequel je vais pouvoir vraiment coller à mon métier et avoir des retours sur investissement importants avec des gains de productivité et des automatisations. Et l'IA est un moyen d'avoir ça, mais pas que. Il y en a vraiment, il y a toute une palette d'automatisation liée au no-code qui peuvent apporter des choses intéressantes. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce Webimax et je vous dis à très bientôt pour un prochain Webimax. Merci à tous, au revoir.